Et salut les rôlistes, je reviens juste après mon débrief de la campagne Aria que j'ai publié récemment sur ma vidéo YouTube pour vous proposer un focus sur un moment fort que j'avais fait jouer à mes joueurs et joueuses durant cette campagne. Je veux bien sûr parler du sauvetage de gourmandise dans les geôles du Palais Royal. Je vais essayer de limiter les spoils liés à la campagne. Ce que vous allez entendre ne s'applique pas forcément à votre table, mais je voulais partager mon expérience sur cette quête annexe, comment je l'ai créée, comment je l'ai développée, puisque c'est quelque chose qui n'est pas développé dans les livres officiels. Donc ça s'est passé entre deux sessions sur une même journée où mes joueurs m'ont dit on va pas partir d'Aria avant d'avoir sauvé Gourmandise. Et donc en très peu de temps, il m'a fallu créer un espèce de mini donjon. J'ai improvisé ça entre deux sessions sur une demi-heure, trois quarts d'heure pour être sûr qu'on puisse continuer à jouer l'après-midi sans avoir à faire de fast-forward ou de flashback plus tard dans la campagne. J'ai voulu créer ça sous forme de mini donjon et l'objectif c'était de connecter cette session au reste de la campagne et d'essayer de rester flexible dans ma façon de gérer les choses et de ne pas faire quelque chose qui soit un couloir. Donc j'ai gratté ce petit schéma que vous pouvez voir à l'écran assez rapidement. Les notes en haut à droite, c'est plutôt des notes que j'ai prises pendant le scénario. Donc voilà, je voulais un truc avec plusieurs embranchements et pour vous faciliter la tâche, je me suis dit que j'allais vous présenter ça un petit peu de façon plus claire avec une mind map. Donc, ce que j'ai fait pour commencer, c'est créer plusieurs points d'approche. Je me suis dit qu'ils allaient pouvoir passer par plusieurs endroits. J'ai créé 3 points d'approche, mais je me suis dit, bah, s'ils ont d'autres idées, je raccrocherai ça à ma carte en faisant en sorte que ça colle et je laisserai leur imagination bouleverser les plans que j'avais préparés. Je vous le rappelle, hein, très peu de temps pour préparer ce truc-là. Donc je m'étais dit dans la tête qu'il pourrait peut-être passer par les toits, peut-être grâce à un sort ou à un animal, en escaladant une façade, je sais pas trop, mais je me suis dit, voilà, peut-être qu'ils essaieraient de passer par les toits. Donc une entrée par les toits. Je me suis dit qu'ils allaient peut-être simplement entrer par la grande porte, donc entrée principale du palais. Et sinon, tout en bas, je me suis dit qu'ils allaient peut-être passer par la ville souterraine et les souterrains. Donc comme vous pouvez le voir, ici, entrée par les toits, entrée principale du palais, ville souterraine par l'accès du roi d'en bas. Et ensuite, je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait ça? Quelle est l'idée? Tout de suite, je me suis dit, il faut qu'à la fin, ils passent par une salle qui leur mette un petit peu des bâtons dans les roues. Et donc, j'ai défini le fait que Gourmandise allait être enfermée dans, pas vraiment une geôle, mais plus une tour, un peu comme une princesse Disney, une tour isolée, inaccessible, où on ne peut passer que par un long escalier, et que cet escalier serait protégé par un mage. Mais le seul accès pour atteindre cet escalier, ce serait une salle avec une alarme magique. Donc je donnerais à mes personnages qui ont connaissance des secrets ou qui ont accès à de la magie la possibilité de détecter cette alarme magique. Mais potentiellement, s'ils déclenchent cette alarme magique liée à quelques jets de dés ratés, ça pourrait appeler un mage de guerre qu'ils devraient affronter avant même d'arriver à la dernière salle, on va dire, du donjon. Et en cas d'échec critique dans cette salle, ça n'appellerait pas n'importe quel mage de guerre, ça appellerait Alpha Pizza, un PNJ que vous connaissez sûrement très bien si vous connaissez l'actual play de Game of Thrones Aria, puisque c'est le maître ou le directeur de l'académie de magie d'Aria. C'est un mage très puissant et ils auraient été bien dans la panade si ça s'était déclenché comme ça. Donc je voulais vraiment qu'il passe par cette salle centrale et qu'ensuite il y ait encore une étape pour sauver Gourmandise. Cette étape, je voulais que ce soit dangereux, et donc je me suis dit, quoi de mieux qu'un miséricordieux ou une miséricordieuse pour faire ça, pour mettre ce danger en phase 2. Mais je voulais que potentiellement, il y ait une chance que ce soit pas un miséricordieux simple, donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un risque pour que ce soit Sidonie qui garde la porte ou qui soit en train d'interroger Gourmandise. Sidonie, dans ma campagne, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas juste une miséricordieuse qui rencontre, puisque c'est la petite fille de la grand-mère herboriste. Ça, vous le savez si vous avez écouté le bilan de ma campagne. Et donc je m'étais dit, quand ils arriveront dans cette salle, je leur décrirai le fait qu'il y a une silhouette habillée des vêtements de miséricordieux qui leur fait dos et qui d'un coup se retourne. Et là, je lance les dés et je vais leur dire, est-ce Sidonie? Je lance les dés, je fais ça en transparence avec eux. Et une chance sur deux que ce soit Sidonie. Et je leur dis même, c'est une chance sur deux, je crois que c'est même eux qui ont lancé les dés. Donc voilà, je voulais qu'il y ait un peu ce truc en apothéose et le fait que potentiellement ils se retrouvent à devoir
convaincre ou combattre Sidonie, qui est la némésis de Chandra Chandor, la magicienne illicite de mon groupe, mais qui était aussi la petite fille de la grand-mère herboriste, et donc ça aurait créé des dissensions potentielles. Et donc, après 3 entrées principales, par les toits, je me suis dit qu'ensuite, je pouvais leur donner 2 accès différents. Un qui les emmènerait, alors selon les jets, ils le sauraient ou pas, mais qui les emmènerait vers le hall d'entrée. Et dans ce cas-là, il faudrait faire des jets de discrétion par rapport à la perception des gardes, et pourrait y avoir jusqu'à 10 gardes qui leur sautent dessus si ça se passe mal. Une autre entrée différente où il y aurait que 2 gardes cette fois-ci, s'ils rataient leur jet, mais qui les emmènerait dans une salle de prière. Donc cette salle de prière, possibilité de croiser Zoltan, l'archiprêtre Zoltan. Si vous connaissez la campagne, si vous connaissez les livres, vous savez qui c'est, vous savez l'importance de ce personnage. Je ne vais pas spoiler d'éventuels joueurs ici, mais voilà, donc potentialité de croiser l'archiprêtre Zoltan à cet endroit-là, à un moment où les joueurs ne savent pas exactement qui est l'archiprêtre Zoltan, ça aurait pu être intéressant. Un moment aussi où certains des joueurs sont marqués par l'ennemi, et où il y a une mage illicite dans le groupe. Donc des moments intéressants qui auraient pu bien amener du bon jeu. Une autre possibilité, passer par l'entrée principale du palais. Là, il y aurait des guetteurs, donc pareil, jet de discrétion. Un hall d'entrée avec des gardes en faction, donc il faut les gérer de façon discrète, ou utiliser un sort qui permette de faire, je sais pas, de la fumée, les faire disparaître, comme vous voulez. Après, il y a pas mal de couloirs déserts par endroit, mais je me dis que plus ils ratent leur jet de discrétion, ou plus ils augmentent le bruit qu'ils font, plus il y aurait potentiellement des patrouilles dans ces couloirs qu'il faudrait gérer. La possibilité de passer par le bureau de la commandante Cassandre, avec ici, j'aurais peut-être mis un portrait de la commandante Cassandre pour leur expliquer, ou même une petite plaque en métal qui indique que c'est son bureau, pour qu'ils puissent, s'ils veulent, fouiller le bureau. Et j'aurais pu mettre des indices, notamment dans ma campagne, la commandante Cassandre était pas mal liée au roi de Varna, donc ils auraient pu trouver des courriers, des informations pour savoir qui est cette commandante Cassandre, et à quel point ils peuvent se confier à elle, à quel point ils doivent se méfier d'elle, etc. etc. Une salle de repos avec des gardes à un endroit, des couloirs avec des choses à voler pour motiver la voleuse de Maroublarde, amie des animaux, de s'attarder un petit peu dans des couloirs où des gardes peuvent arriver à tout moment. Et sinon, la possibilité de passer par les souterrains. Et quand on commence à rentrer vraiment dans les souterrains du palais, on a 2 premiers gardes en faction, parce que c'est une porte qui n'est jamais utilisée, donc pas besoin de beaucoup de gardes. Et ensuite, 2 événements que j'ai appelés des événements Libérez-moi, où en fait, 2 fois de suite, dans les geôles du palais, ils vont croiser des prisonniers qui vont à chaque fois leur dire, et c'est un petit peu le comique de répétition, libérez-moi, sinon je fais du bruit. Et donc, un premier événement où je le dirai pas aux joueurs s'ils passent par là, mais le prisonnier qui leur dirait libérez-moi sinon je fais du bruit, ce serait un tueur en série. Et donc si jamais il le libère et qu'il le laisse s'enfuir, quand il reviendrait à Aria quelques semaines ou mois plus tard, il se rendrait compte que il y a eu des meurtres en série, et il finirait peut-être par découvrir que peut-être même des meurtres de PNJ qu'ils connaissent, et il finirait par découvrir que c'est de leur faute parce qu'ils ont libéré cette personne. Ensuite, plus de jets de discrétion, plus de garde. Un deuxième événement que j'ai appelé Libérez-moi, mais cette fois-ci avec un PNJ que j'ai créé pour l'occasion, que j'ai appelé l'Anguille, en me disant que le roi d'en bas actuel aurait destitué cette personne, et que l'Anguille, l'ancienne reine des voleurs d'Aria, serait emprisonnée actuellement dans les geôles, et que s'il la libérait, potentiellement ça pouvait leur faire un allié, mais ça pouvait aussi créer de la dissension avec le roi des voleurs actuel, et que ça pouvait créer une espèce de guerre interne des voleurs si elle mettait les pieds dehors. Ensuite, un dédale labyrinthique avec des jets d'orientation. L'idée, c'est pas de les bloquer à cet endroit-là, mais s'ils ratent des jets d'orientation, des jets de survie, ils pourraient mettre tellement de temps à passer ce dédale labyrinthique que quand ils arrivent dans le palais en lui-même, il fasse jour, et que du coup, il y ait plus de monde, et que ça complexifie le reste de leur mission. Voilà, mais dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, où qu'ils passent, ils finissent par arriver par cette salle où il y a l'alarme magique. De la même façon, les joueurs ne savaient pas forcément trop où se trouve Gourmandise, où ils n'en sont pas sûrs, donc ils pourraient tout à fait commencer par le sous-sol, mais aller ensuite vers le bureau de la commandante Cassandre, ou se tromper d'endroit, etc. Donc c'est pas du tout monodirectionnel, ils peuvent très bien tourner en rond, passer par différentes salles, et l'idée c'était d'avoir vraiment une idée mentale de comment j'allais faire ça, mais quand il y a écrit couloir, je pourrais très
très bien mettre d'autres pièces, je pourrais décrire d'autres couloirs, je pourrais décrire des gardes, des PNJ par lesquels avec lesquels il pourrait interagir. Enfin voilà, l'idée c'était de faire quelque chose d'assez complet. Au final, comment ça s'est passé? Mes joueurs ont décidé de s'entretenir avec le roi d'en bas, ils ont eu des ressources, ils ont eu le droit d'accéder au sous-sol, ils ont considéré que passer par les sous-sols c'était sûrement le plus safe, et en plus ils savaient que les geôles étaient dans les sous-sols. Donc ils se doutaient que Gourmandise serait peut-être retenu dans les sous-sols, ce qui n'était pas du tout le cas. En plus de ça, certains de mes joueurs considéraient que leur personnage n'allait pas participer à cette infiltration, et du coup je crois un ou deux de mes joueurs ont incarné des voleurs que le roi d'en bas leur prête pardon, pour les aider dans cette tâche. Il passe par en bas. Il y a énormément Alors ça se passe pas très bien. La magie illicite perd le contrôle de sa magie. Elle tue de façon horrible de nombreux gardes à un moment. Elle va s'en vouloir pendant longtemps dans la campagne. Et en plus, Mélanda lui avait dit de pas utiliser sa magie pour tuer des gens. Donc voilà, ça va entraîner pas mal de répercussions. C'est un peu la première fois qu'elle ne contrôle pas sa magie avec modélisation et qu'elle sort une grosse carte qui fait qu'elle tue des gens pas innocents, mais enfin, si on peut considérer que c'est des gens innocents, hein, une poignée de gardes qui étaient innocents et n'étaient pas censés mourir à ce moment-là. Ils arrivent au premier prisonnier, le tueur en série, et je crois qu'ils arrivent à faire des jets de psychologie, des trucs comme ça. Ils se rendent compte que c'est pas forcément un chic type, et le gladiateur du groupe, Sacre, qui était un peu un bourrin, décide de tuer ce personnage, le tueur en série potentiel, donc ils n'auront pas ça sur la conscience. Ils arrivent au deuxième endroit, ils rencontrent Languille, et là, ils savent pas trop quoi faire de cette personne qui a l'air de leur proposer, de les récompenser s'ils la laissent sortir, etc. Et elle arrive à bien jouer son jeu, parce que au final, alors je sais plus s'il la laisse sortir ou s'il y a un des voleurs qui passe un pacte avec elle et qui revient sur ses pas et la laisse sortir plus tard. Mais en tout cas, je me rappelle distinctement que Languille, suite à ce scénario-là, est dehors, et il quitte Aria à la fin de ce scénario-là, mais je me note dans mon carnet que la prochaine fois qu'ils reviendront dans Aria, je ferai un jet de dés, et il y aura un certain pourcentage de chances que tout soit comme d'habitude et que Languille ait été arrêté, un pourcentage de chances que Languille ait destitué le roi d'en bas et qu'elle soit à la tête des voleurs d'Aria. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Et un dernier pourcentage, encore plus intéressant pour moi, qu'il y ait une guerre actuelle entre deux camps de voleurs et qu'ils arrivent un petit peu dans une situation à couteau tiré entre deux branches de la guilde des voleurs qui s'affrontent. Ils passent par l'alarme magique, ils arrivent à pas trop, je crois qu'ils utilisent peut-être une relance ou de la magie pour faire en sorte que cette alarme magique ne se déclenche pas, et ils finissent par arriver dans l'antichambre. Et c'est assez intéressant parce que du coup ça n'a pas été Sidonie la miséricordieuse qui était là, ça a été un simple miséricordieuse qui a fait qu'il y a eu un duel de magie à mort à cet endroit-là, et la magicienne illicite Chandra Chandor a d'ailleurs dépensé énormément de cartes, elle a dû dépenser je crois 10 ou 12 cartes de magie sur cette scène-là pour vaincre la miséricordieuse ou le miséricordieux. Mais je me rappelle, c'était il y a 8 ou 10 mois, hein, cette scène, peut-être même, non, beaucoup plus, peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans. Je me rappelle encore la tête de mes joueurs quand je leur ai dit vous voyez une miséricordieuse de dos, de la stature de Sidonie, qui se retourne vers vous alors qu'elle entend les pas dans l'escalier. Et là, vous avez 50% de chances que ce soit une miséricordieuse lambda et 50% de chances que ce soit Sidonie. Et donc j'ai demandé à la grand-mère, à la joueuse de la grand-mère, lance les dés, si tu fais 51 ou plus, ce sera Sidonie qui sera entre vous et Gourmandise. Et ils se sont regardés, ils étaient vraiment stressés, et donc c'était vraiment intéressant de mettre ça là, mais je suis content d'avoir laissé la possibilité que ce soit un simple miséricordieux. À la place d'un gros duel magique, il y aurait sûrement eu 10 minutes de débat et de négociation entre Sidonie, la grand-mère herboriste, et la mage illicite. Ça aurait été intéressant aussi, mais je trouvais que laisser du hasard et jouer en transparence avec mes joueurs, ça apportait énormément de tension et
et de stress au moment de se jet de dés. Donc c'était intéressant. Au final, ils finissent par sauver, ils réussissent à sauver Gourmandise. Ils passent pas du tout par la salle de prière, l'hôtel religieux, le bureau de la commandante Cassandre. Ils essayent d'aller très vite et ils quittent la ville très très vite. C'est-à-dire que après avoir récupéré Gourmandise, ils récupèrent Gourmandise et son mari Marius, qui est un petit-fils encore de la grand-mère herboriste. Ils montent sur leur bateau avec celle qui est la capitaine qui est aux ordres de la roublarde qui a perdu la mémoire, et ils partent en direction de Vandermeer, Alta Bianca, etc. etc. Mais en tout cas, beaucoup de tensions, des morts, un duel magique, c'était vraiment un scénario intéressant, même si je l'avais pas préparé beaucoup et que c'était 20 minutes sur une feuille de papier pour faire une infiltration, une scène, en comptant les négociations, les discussions, etc. Ça a dû prendre 2 ou 3 heures. C'était vraiment, vraiment une séance sympa. Alors peut-être 1 heure et demie, 2 heures plutôt, mais c'était vraiment une séance sympa. Et donc voilà, juste pour vous dire que même si parfois on est dans un jeu de rôle qui n'a pas la prétention d'être un jeu de rôle orienté combat, orienté stratégie, orienté plateau de jeu avec des cases, etc., on peut quand même faire ce qu'on pourrait appeler du dungeon crawling. L'important, c'est de bien penser ces interactions. L'important, c'est de se dire où est-ce qu'on en est dans notre campagne, quel PNJ je peux faire intervenir, quelles rencontres ou quelles interactions je peux mettre en place qui auront potentiellement de l'impact plus tard dans la campagne. Donc un exemple avec l'anguille, et bah du coup, ça a créé du jeu plus tard dans la campagne de libérer l'anguille. Ça aurait pu créer du jeu de libérer le tueur en série. Le fait de potentiellement pouvoir affronter Sidonie à cet endroit-là, ça a créé du stress et ça aurait pu créer du jeu. Donc il faut vraiment penser ce genre de choses comme comment est-ce que je vais connecter mon dungeon crawling ou mon infiltration à mes joueurs, à mes autres PNJ, à mes autres organisations, mes autres fronts dans ma campagne pour que l'infiltration ou le dungeon crawling apporte du jeu et apporte de la narration, non seulement sur les quelques heures de jeu au moment de cette infiltration, de ce dungeon crawling, mais aussi apporte du jeu sur le plus long terme. Voilà, c'était une rapide présentation. J'en avais parlé déjà il y a 1 an ou 2 de ce que j'avais fait sur ce dungeon crawling, et en recherchant mes notes, j'ai retrouvé la feuille très récemment, la feuille que j'avais gribouillée juste avant cette session-là, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager cette expérience. Est-ce que dans vos campagnes, vous faites souvent du dungeon crawling ou ce genre d'infiltration? Est-ce que pour les joueurs qui ont joué à cette campagne de Game of Roll, vous avez eu à sauver Gourmandise du Palais Royal? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à me suivre sur YouTube ou sur les autres réseaux. Je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu.